Si on fait confiance aux films de science-fiction, Star Wars, Stargate, Star Trek et aujourd'hui Interstellar, l'homme quittera dans un futur plus ou moins proche le système solaire pour aller coloniser d'autres planètes. Mais quand la science met son nez là-dedans, le voyage interstellaire a du plomb dans l'aile. Bienvenue dans Crash Toast. L'avenir de l'homme n'est pas sur Terre, il est dans les étoiles. This world's a treasure. It's been telling us to leave for a while. Enfin, sur les planètes habitables qui tournent autour d'autres étoiles que le Soleil. C'est le sujet du film Interstellar de Christopher Nolan. Imaginez que des astronomes découvrent une planète semblable à la nôtre avec de l'eau, de l'oxygène et plein d'animaux gentils. Une planète autour d'une étoile proche, disons 100 années-lumière. À l'échelle de la galaxie qui mesure plus de 100 000 années-lumière, 100 années-lumière, c'est le coin de la rue. Allez, on y va. 10 seconds to take off. On construit un vaisseau spatial taillé pour la route, on recrute un équipage d'intrépides explorateurs et en voiture Simone. Facile ? Il y a juste un petit problème. Un problème de vitesse. Prenons l'exemple de la sonde Voyager 1, qui est le premier engin fabriqué par l'homme à avoir quitté le système solaire. Voyager 1 file dans l'espace à la vitesse de 17 km par seconde. À cette vitesse, il lui faut 38 secondes pour faire Paris-Marseille. Rapide ? Eh bien non, pas rapide du tout. Très lent même. À cette vitesse-là, il faudrait presque 1,8 million d'années à Voyager 1 pour aller sur notre exoplanète. Autant dire que, avec les moyens de propulsion actuels, nos vaisseaux spatiaux sont plus lents que des escargots. Imaginons une révolution technologique qui nous fasse passer de 17 km par seconde à 30 000 km par seconde. 30 000 km par seconde, c'est le dixième de la vitesse de la lumière. À cette vitesse-là, on fait Paris-Marseille en 2 centièmes de seconde. En admettant qu'on atteigne rapidement cette vitesse monumentale qui nous permettrait d'aller sur Jupiter en moins de 6 heures, il nous faudrait quand même un millénaire pour parcourir 100 années-lumière. Autant dire qu'il faudra prévoir un espace reproduction et un espace cimetière sur les vaisseaux spatiaux si nous voulons explorer d'autres systèmes planétaires. Qu'ils soient écrivains ou cinéastes, les auteurs de science-fiction l'ont bien compris. L'espace est trop grand. Et en plus de ça, c'est comme sur la route, la vitesse est limitée par les lois de la physique. Rien ne peut aller plus vite que la lumière. Il a donc fallu tricher ou avoir recours à des propriétés exotiques de l'espace-temps. Commençons par les tricheurs. Han Solo, le Faucon Millennium, George Lucas, ça vous dit quelque chose ? Star Wars, la plus grosse farce du voyage interstellaire. Attention Chewbacca, prêt pour le passage dans l'hyperespace ? Et là, les étoiles s'allongent et pouf, on disparaît. Le passage dans l'hyperespace, ce n'est pas une fulgurante accélération, parce que si c'était le cas, les passagers du Faucon Millennium seraient aplatis comme des crêpes et réduits en bouillie, qu'ils soient chevaliers Jedi ou pas, que la force soit avec eux ou pas. Le passage dans l'hyperespace, c'est un passage dans une autre réalité physique qui vous permet de faire un saut d'un point A vers un point B. Bref, c'est de la magie. D'autres œuvres ont essayé de respecter un minimum les lois scientifiques et d'aller y chercher les solutions à leur casse-tête. Comment voyager très vite entre deux points très éloignés d'une galaxie sans jamais violer la sacro-sainte loi de la vitesse de la lumière. A priori, cela semble impossible, mais les équations d'Einstein qui régissent l'espace-temps sont pleines de surprises. On ne peut pas aller plus vite que la lumière pour aller d'un point A à un point B. Qu'à cela ne tienne, il suffit de réduire la distance entre les deux points. Il suffit de tordre l'espace-temps comme dans Star Trek. L'idée consiste à placer le vaisseau dans une bulle, à dilater l'espace-temps derrière lui et à le contracter devant lui. À aucun moment, le vaisseau ne va plus vite que la lumière, c'est l'espace-temps qui subit une distorsion. Pur délire des scénaristes de Star Trek ? Eh bien, pas complètement. En 1994, soit des années après la création de la série, le physicien mexicain Miguel Alcubierre a prouvé que c'était théoriquement possible. Enfin, à condition de bénéficier d'une source d'énergie monstrueuse tirée d'une forme très exotique et très hypothétique de la matière à masse négative, qu'on n'a jamais vue. Et oui, parfois, les plus grands auteurs de science-fiction sont en avance sur les blouses blanches. Et venons-en à Interstellar. Get out there and save the world. Everybody ready to say goodbye to our solar system? To our galaxy?
Here we go. Pour aller explorer d'autres mondes, le héros, incarné par Matthew McConaughey, exploite une autre possibilité de la physique théorique, le pont d'Einstein-Rosen, plus connu sous le nom de trou de verre, et qu'on retrouve aussi dans Stargate. L'idée est qu'entre notre fameux point A et notre fameux point B, il puisse exister un raccourci spatio-temporel. Toutefois, il y a un petit problème. Oh, 3 fois rien. S'ils existent, les trous de verre sont 100 milliards de fois plus petits que le noyau d'un atome. Difficile d'y faire passer un acteur hollywoodien. Et en plus de ça, les trous de verre se referment aussitôt qu'ils se sont ouverts. Alors ok, il existe bien une possibilité théorique de les agrandir et de les stabiliser. Simplement, ça nécessite d'avoir recours de nouveau à la fameuse matière à masse négative, qui, je vous le rappelle, n'a jamais été détectée à ce jour. Le premier qui en rapporte une caisse gagne le jackpot du voyage interstellaire. En attendant, désolé d'avoir joué les rabat-joie, mais les promenades autour d'Alpha du Centaure, c'est pas pour demain.